Il est 19h33 et nous continuons de tirer les enseignements de la mort du chef du Hezbollah, Nasrallah, mort qui a été reconnu très rapidement d'ailleurs par le mouvement chiite libanais. On ne s'attendait pas à ce que ça aille aussi vite. Généralement, ça prend du temps de reconnaître la mort. Là, c'est allé très très rapidement. Généralement, le Hezbollah, dès qu'il a des pertes, l'annonce. Et la question qui était posée hier, c'est que les Israéliens l'annonçaient et le Hezbollah ne l'annonçait pas. Donc, il a fallu un peu de temps. La première réaction, ça a été, nous n'avons plus le contact avec Monsieur Nasrallah. Et puis ensuite, après les recherches, ils ont découvert que, bien sûr, il était mort. Donc, Général Trinquant, oui, effectivement. Non, je disais, ça a pris du temps parce qu'on s'attendait, je vais vous dire, hier soir, quand on a vu effectivement cette information tomber, nous étions en direct sur Europe 1, et nos spécialistes nous disaient, ça mettra du temps. Reconnaître que leur chef est mort, ça mettra un peu de temps. C'est pour ça que, parce que il faut bien revenais sur cette information. C'est vrai que ça allait très vite. Non, mais il faut bien voir que dans leur mentalité, c'est un martyr. D'ailleurs, le communiqué du Hezbollah, c'est un morceau d'anthologie. Il y en a 2 pages et demie pour expliquer que c'est un martyr qui va rejoindre, etc., etc. Donc voilà, c'est. Et juste pour revenir sur l'opération, parce que vous allez nous quitter dans quelques minutes, Général Trinquant, donc je profite de votre présence dans ce studio, juste pour revenir sur l'opération en un mot. C'est une opération chirurgicale qui a été menée par l'armée israélienne pour pouvoir atteindre ce chef du Hezbollah qui se trouvait donc dans un bunker sous des résidences d'habitation avec des civils. Oui, alors le premier point, c'est le renseignement. Avoir le renseignement, savoir où est le bunker. Déjà, délimiter le bunker. Deuxième point, savoir qui sont les personnes qui vont dans le bunker. Et autant la première partie, c'est un travail de longue haleine qui a permis de définir ça très longtemps à l'avance, autant là, c'est une opération qui permet d'avoir le renseignement immédiat. Et là, vous avez des avions qui sont déjà en l'air, qui attendent, et qui, puisque je rappelle que l'espace aérien libanais est totalement tenu par les Israéliens, et donc qui attendent, qui ont les bons armements qui sont à bord, puisqu'on sait que ces bunkers sont sous des immeubles d'habitation, que donc on va taper pour essayer de faire exploser les bunkers qui sont en dessous. Donc, ce sont des armes spéciales qui ont été employées également à Gaza, qui permettent de descendre dans les bunkers, d'exploser en dessous, avec l'effet explosif, l'écrasement bien sûr, l'effet de souffle, en fait, tous ces effets, et qui permet effectivement... Alors après, c'est compliqué pour savoir qui est en dessous et qui a été tué. C'est là que ça prend un peu de temps. Parce que, imaginez-vous, des bombes de cette forme-là, vous retrouvez pas grand-chose en clair en dessous. Donc voilà, mais c'est une opération, je le répète, très bien menée militairement, mais qui nécessite un verrou politique. Parce que là, on décapite le Hezbollah au plus haut niveau. Ça veut dire que si on veut négocier maintenant, on négocie avec qui ? Alors, bien sûr, comme à chaque fois, tous ces mouvements vont avoir un adjoint de l'adjoint, etc. Mais n'empêche que pour l'instant, il n'y a personne avec qui pouvoir parler. Merci beaucoup, Général Trinquant, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Régis Le Sommier, c'est une question aussi qui se pose. Quelles conséquences ? On reviendra évidemment sur le Hezbollah. Quel avenir pour le Hezbollah ? C'est vrai qu'il y a 100 000 combattants. Qui va prendre la suite ? Est-ce qu'il y a déjà des visages qui émergent ? Ou est-ce que vraiment ce mouvement va se tarir ? Régis Le Sommier. Ce mouvement ne risque pas de se tarir dans la mesure où il est l'émanation d'une communauté chiite. Alors je dis pas que tous les chiites au Liban font partie du Hezbollah, mais enfin, il est la représentation politique, militaire, culturelle et religieuse d'une communauté qui représente environ 1/3 de la population au Liban. Le Hezbollah n'est pas simplement populaire dans la communauté chiite, il est soit extrêmement impopulaire, soit extrêmement populaire. Mais il y a une partie des chrétiens aussi au Liban qui soutiennent le Hezbollah, y compris l'ancien président Michel Aoun, qui a fait un communiqué en traitant Hassan Nasrallah de son ami aujourd'hui. Donc il faut rappeler un petit peu la réalité sociétale, je vais dire, du Hezbollah. Mais Régis Le Sommier, on a vu des images de liesse, de Libanais. Oui, de Libanais, on a vu ces images de liesse de Libanais quand ils ont appris la mort de Nasrallah. Le Liban a vécu 10 ans d'une guerre civile épouvantable entre plusieurs factions qui sont toujours dans... Et le Liban est réparti suivant une répartition constitutionnelle communautaire, multireligieuse en fait, avec donc un représentant des chiites qui est président de l'Assemblée, un premier ministre sunnite et un président chrétien maronite. Donc si vous voulez, c'est
confessionnelle. Voilà, cette représentation confessionnelle fait que les groupes sont toujours là. Simplement, jusqu'à présent, le Hezbollah avait, à la différence des autres, des armes. Donc les autres n'ont plus d'armes depuis la guerre civile. Le Hezbollah a conservé ses armes et a multiplié évidemment ses armes, puisque aujourd'hui le problème principal posé par le Hezbollah, c'est ça. Et le problème principal va être que comment va agir l'armée libanaise par rapport au Hezbollah. On se souvient, et là pareil, on l'a un petit peu oublié, mais qu'au moment de la période de Daesh, vous savez, au moment où Daesh, vous connaissez son essor en Syrie et en Irak, eh bien le Liban n'était pas indemne justement de mouvements djihadistes. Et le Hezbollah, à l'époque, a combattu avec l'armée libanaise, notamment la Herzl ou dans le Kalamoun, les montagnes du Kalamoun, pour chasser Daesh. Le Hezbollah a même protégé des villages chrétiens à l'époque. Donc si vous voulez, l'importance militaire dans la société libanaise, et à l'époque le fait que le Hezbollah ait défendu un certain nombre de communautés, fait qu'il a une importance considérable, et que les chiites sont très hiérarchiques. À la différence des sunnites, il y a, vous savez, le monde chiite est organisé autour d'une structure politique qui est la République islamique iranienne, et puis d'un grand ayatollah qui est l'ayatollah Sistani, qui se trouve à Najaf en Irak. Donc c'est très important. Ça veut dire que hiérarchiquement, il va y avoir une personne, effectivement, c'est un cousin de Nasrallah qui devrait être nommé. En plus, il est marié, un de ses fils est marié avec quelqu'un de la famille de Hassan Soleimani, qui était le chef des gardiens de la révolution iranienne, qui a été tué dans une frappe à Bagdad sous Donald Trump. Donc si vous voulez, tout ce monde chiite est extrêmement lié entre eux. On appelle ça le croissant chiite. Et aujourd'hui, par rapport à la société libanaise, eh bien, qui va prendre l'ascendant? Voilà, c'est ça la vraie question, alors que le Hezbollah était le groupe le plus puissant. On craint un embrasement dans la région, en tout cas c'est la question qui se pose, Rachel Kahn. La France appelle au calme et au cessez-le-feu. Israël répond, pas du tout, nous on va continuer à faire le ménage, pardon, mais c'est comme ça que je simplifie les choses. Quels sont les risques pour Israël? Est-ce que Israël, évidemment, a conscience des risques, par exemple de riposte, on parle de l'Iran, même si on se demande si l'Iran a vraiment les moyens de riposter contre Israël, mais Israël se pose cette question. Oui, mais la souffrance israélienne et la souffrance juive à travers le monde, depuis le 7 octobre 2023, elle est tellement intense que pour cette population démocratique, donc vous savez que quand il y a 2 Israéliens dans la salle, il y a 6 avis différents. Donc, en tout cas, ils veulent éperdument défendre leur pays. Après, moi j'ai un véritable problème avec cette tentative de neutralité française qui s'exprime. On ne peut pas mettre sur le même plan des groupes terroristes et un État démocratique qu'est Israël, avec en plus cette diaspora à travers le monde. C'est juste impossible de faire finalement cet équilibre-là. C'est le choix de la lâcheté. Parce que lorsqu'on entend dans les rues de Paris intifada, lorsqu'on voit les judéocides en France, etc., depuis les années 80 et que ça s'est accéléré depuis le 7 octobre, c'est impossible d'avoir un discours Rachel Kahn, vous faites bien de revenir juste sur la France un moment. On s'approche de cette date du 7 octobre. Oui. Est-ce que vous redoutez qu'en France, en France, une explosion des actes antisémites à cette occasion? Tout à fait, parce qu'en fait, à partir du moment où on n'a pas un cap fixe et clair de notre position française qui ne cesse de regarder dans le passé des années 80, au lieu de regarder la France des Lumières, celle qui a été motrice sur le droit d'ingérence, celle qui a été motrice dans le droit international pour créer du droit international, celle qui normalement devrait créer un droit international contre le terrorisme et être très clair sur nos principes fondamentaux de laïcité, etc., d'égalité, eh bien, on ouvre la porte parce que, comme si on avait peur d'être nous-mêmes. Peur d'être nous-mêmes. On va continuer d'en parler, bien sûr. Vous êtes sur Europe 1, il est 19h42. Une annonce antenne, tiens, Pierre de Villeneuve pour le grand rendez-vous CNews, les échos Europe 1. Un entretien sans concession, c'est tous les dimanches en direct de 10h à 11h sur Europe 1. Et demain, Pierre de Villeneuve reçoit Gilles Kepel, professeur des universités spécialistes du monde arabe. On revient dans un tout petit instant avec le journal permanent. Et bien sûr, nous allons continuer de tirer les enseignements de la mort de Nasrallah, le chef du Hezbollah. Tout de suite. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin.
Frédéric Ancel est avec nous en direct, professeur de géopolitique à Sciences Po et auteur du livre Des voix de la puissance aux éditions Odile Jacob. On est toujours avec Rachel Kahn et Régis Le Sommier. Frédéric Ancel, évidemment, nous voulions avoir votre expertise. Question sur ce qu'il va se passer maintenant. Israël va continuer de détruire le Hezbollah après la mort d'Hassan Nasrallah. Y a-t-il un risque d'embrasement dans cette région? Que peut faire l'Iran qui a promis la destruction d'Israël? Frédéric Ancel. Depuis avril, je dis Urbi et Orbi, je le disais d'ailleurs à votre micro à plusieurs reprises, le roi est nu. L'Iran a beau entretenir des discours de matamor, comme d'ailleurs Nasrallah le faisait encore avant-hier. C'est-à-dire que avril a marqué, me semble-t-il, le début de la fin d'un credo ou d'un mythe selon lequel le rapport de force dans la région dorénavant était du côté de l'axe irano-hezbollahi. Ce qui a été dit tout à l'heure est très juste par Régis Le Sommier est très juste. Le Hezbollah dispose d'une force tout à fait considérable, et y compris d'ailleurs au Liban et pas seulement dans les communautés chiites. Sauf que il est allé trop loin. C'est-à-dire que l'Iran, comme son inféodé créé de toutes pièces en 82-83 au Liban et qui lui obéit au doigt et à l'œil, en réalité, après le massacre très bien rappelé par Madame Rachel Kahn du Hamas, donc le 7 octobre dernier, l'état-major israélien, le gouvernement israélien, il aurait pu d'ailleurs être un gouvernement de gauche, peu importe, ça n'a pas de... Là, en l'occurrence, ça ne joue pas. L'état-major, le gouvernement est soutenu par la population, c'est-à-dire Israël en réalité, ne pouvait pas s'interdire de se réapproprier ce que j'appelle en géopolitique la matière géopolitique précieuse, c'est-à-dire la crédibilité dissuasive. Et ça, c'est d'autant plus vrai que l'Iran et le Hezbollah aux frontières directes d'Israël sont beaucoup plus dangereux en réalité et bien mieux armés que ne l'est le Hamas. Et donc, c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, aujourd'hui, l'Iran, et depuis d'ailleurs, notez-le bien, depuis quelques jours, quelques semaines, freine des cas de fer, semble tenir des discours prétendument apaisants. D'ailleurs, c'est ce que faisait Nasrallah aussi. Parce que je pense, et je peux me tromper, je le dis d'un mot, que ces dernières semaines, il avait compris, parce que c'était un vrai stratège, c'était quelqu'un de tout à fait intelligent, très violent, fanatique, mais très intelligent. Il avait compris, me semble-t-il, ces dernières semaines, qu'il était allé trop loin depuis le 8 octobre et l'après-massacre du Hamas, et qu'il risquait de lui en cuire. Donc vous pensez, Frédéric Ancel, que l'Iran n'a pas, pardon, je vais peut-être vulgariser, mais intérêt à riposter trop fort contre Israël? Non, mais vous ne vulgarisez pas, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, vos invités ont bien parlé, et vous d'ailleurs leur avez posé à juste titre la question de l'escalade, de l'embrasement, et je dis toujours, dans une escalade, il y a différents échelons. Or, les prochains échelons de l'administration de la violence, comme on dit pudiquement chez les géopolitologues, en fait des frappes, quoi, pour faire court, entre Israël et le Hezbollah d'une part, et entre l'Iran et le Hezbollah d'une part, Israël d'autre part, ces échelons n'appartiennent pas à l'Iran et au Hezbollah. Je veux dire par là, en deux mots, que s'il devait y avoir une guerre réellement totale entre ces deux entités, plus la troisième entité qui est Israël ne peut pas perdre, et Israël pourrait, en l'occurrence, si on parle de l'Iran, détruire sans doute tout ou partie de plusieurs zones portuaires, mais également des dernières raffineries dont dispose l'Iran sur le Golfe Persique. Et ce sont, j'allais dire, ces dernières capacités pour éviter l'asphyxie économique totale, et notamment en termes d'exportation d'huile lourde vers la Chine. Alors, on va aller voir ce qu'en dit la population israélienne, les Israéliens concernés en premier lieu. Frédéric Simon, vous êtes avec nous en direct d'Israël, correspondant d'Europe 1 en Israël. La population, que dit-elle aujourd'hui? À la fois, on imagine que c'est une victoire, cette mort de Nasrallah, et de l'autre côté, elle s'inquiète des suites. Oui, en effet, il y a un état d'esprit généralisé qui est un petit peu ambivalent, puisque d'un côté, après le traumatisme terrible du 7 octobre et puis une guerre qui n'en finissait pas, cette série de revers infligés au Hezbollah a redonné aux Israéliens un élément qui manquait ces derniers mois, à savoir la confiance dans leur armée, la confiance dans leur gouvernement. Là, manifestement, avec cette série de succès et de revers terribles infligés au Hezbollah, les Israéliens peuvent à nouveau y croire en quelque
quelque sorte. Mais tout de même, ils savent, parce que malheureusement, ils en ont l'expérience, que la riposte risque d'être cinglante. Ils ne tombent pas dans l'euphorie, c'est très clair. Lorsqu'on écoute les médias israéliens, la plupart des experts mettent en garde contre les risques d'un état d'esprit qui serait par trop euphorique, parce que les ennemis d'Israël ont encore des capacités de nuire tout à fait considérables. Donc ils se préparent. Très concrètement, pour expliquer aux auditeurs d'Europe 1, comment se prépare-t-il à la riposte? Il y a déjà un missile envoyé du Yémen qui est passé. C'était pas le premier. Cette semaine, ça a été le cas également. Et vous nous dites, Régis Le Sommier, que vous avez une information. Pardon, Frédéric Simon, mais Régis Le Sommier me montre son téléphone. Oui. Vous avez une information, j'ai pas réussi à lire. NBC News qui annonce ça, qui cite un officiel iranien. L'Iran annonce l'envoi de troupes au Liban dans les prochains jours. D'accord. Voilà. Pour renforcer le sud du Liban. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est un scénario. C'est un message d'avertissement à Israël. Oui. On ne sait pas, c'est difficile de l'interpréter pour le moment. En tout cas, ça veut dire que l'Iran est prêt, à en découdre. Oui. Mais est-ce que c'est pas avec une posture? Non, je sais. Bon. Il va voir si ça va se faire, si ça va être. En tout cas, c'est cité par une source américaine. Une source fiable. Oui. Une source fiable. Effectivement, Israël va devoir se préparer. Technique d'intimidation, mais comme de la même manière, il y a les réservistes aussi qui ont été appelés justement à se préparer également. Donc ça. Alors, le terme du nombre d'hommes fait partie aussi d'une question de dissuasion. Oui, et l'opération terrestre, peut-être envisagée par Israël. Israël peut-il faire une opération terrestre au Liban, comme il avait fait en 2006? C'est toute la question. La France s'y oppose, d'ailleurs. La France a réagi donc en disant cessez le feu et on est contre les opérations terrestres. C'est peut-être pour ça aussi que l'Iran envoie ses troupes. Non, mais l'opération, il faut rappeler encore une fois que le Hezbollah a une imbrication totale avec l'état-major des gardiens de la révolution iranienne. D'ailleurs, un général iranien se trouvait dans le bunker dans lequel il a été tué en même temps qu'Hassan Nasrallah. Il y a une délégation iranienne qui était là à ce moment-là. Donc l'Iran, le Hezbollah fonctionne main dans la main depuis extrêmement longtemps. Les armes sont approvisionnées via la plaine de la Beka, et donc il y a je dirais via la Syrie également. Donc on a dans cette configuration une solidarité totale entre ces entités. On va continuer d'en parler, mais juste Rachel Kahn qui doit nous quitter dans un tout petit instant. Juste une question, Rachel. Il n'empêche, quelles que soient les conséquences que cette mort du chef du Hezbollah va avoir pour Israël, peut-on dire que le peuple israélien a retrouvé confiance en son gouvernement, en son armée depuis le 7 octobre? Pardon, mais c'est vrai que ça avait été un coup terrible pour les Israéliens qui se croyaient en sécurité en Israël. Ça n'était pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, les Israéliens se sentent rassurés? Non, je pense que sur la question du gouvernement, c'est encore autre chose, parce que j'ai pu assister la semaine dernière justement aux manifestations pour les otages, et c'est une question la plus politique. En revanche, sur la question de l'armée israélienne, c'est vrai que là, c'est factuel et que ça redonne effectivement une confiance, c'est-à-dire d'avoir la semaine dernière l'opération Beeper d'un côté qui a été préparée depuis 10 ans, je crois, puis aujourd'hui cette opération ciblée, cette opération chirurgicale sur cette tête du Hezbollah, forcément c'est concret. Après, on est à l'approche du 7 octobre. Et je veux, juste avant de vous quitter, avoir une pensée pour les 2 otages français, Ofer et Ohad, dans les tunnels du Hamas. Merci beaucoup Rachel Kahn. Merci à vous. Et la semaine prochaine, nous reparlerons effectivement de ce 7 octobre. Et vous serez là, bien sûr, présente. Dans Europe 1, soir, week-end. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Régis Le Sommier, vous restez avec nous. Frédéric Ancel, merci infiniment également d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, on va continuer de tirer les enseignements de la mort de Nasrallah. Le général Jean-Paul Paloméros va nous rejoindre dans un instant. Et puis nous reparlerons aussi de la mort de Philippine et de la conséquence sur les OQTF. Doivent-ils être incarcérés? Pourquoi est-ce aussi compliqué de les expulser? Nous en reparlerons tout à l'heure, notamment avec Xavier Driancourt, qui est diplomate et haut fonctionnaire français, qui sera avec nous sur Europe 1. Il est 19h57.